RCF. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Bonjour à toutes et tous, merci de m'accueillir dans votre quotidien. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro d'Une autre histoire, votre émission Patrimoine Histoire sur RCF Liège. Aujourd'hui, place à notre rubrique Trésor de Liège, en collaboration avec le Trésor de la cathédrale. Le sujet de l'émission est d'ailleurs fortement lié au trésor et à ses multiples œuvres d'art, puisque nous allons aujourd'hui parler turquoise, quartz, améthyste, grenat, opale, perles. Oui, nous évoquons les gemmes, les pierres précieuses, les pierres semi-précieuses, dans l'optique de 2 journées d'études et d'une exposition qui aura lieu au Trésor. Et pour évoquer le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Attert, professeur de minéralogie à l'Université de Liège. Bonjour Monsieur Attert. Bonjour. Et également Julien Maquet, conservateur du Trésor. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Alors Julien, j'ai envie de débuter avec vous afin de bien introduire le sujet, puisque ces 24 et 25 novembre ont lieu 2 journées d'études sur le thème gemmes et patrimoine. Et alors on a le sentiment de l'importance de ces journées d'études rien qu'en étudiant le programme, où je vois là que les modérateurs de ces journées sont Barbara Drakebaum, conservatrice honoraire du Metropolitan Museum de New York, et Elisabeth Taburet-Delahaye, la directrice générale honoraire du musée de Cluny de Paris, deux pointures. Alors c'est quoi le but de ces journées d'études ? Alors le but est double. D'une part, c'est de pouvoir mettre en valeur les études minéralogiques qui ont été réalisées par le service de minéralogie de l'Université de Liège, donc sur différentes œuvres du Trésor de la cathédrale, mais aussi d'ailleurs, mais aussi de traiter de la question de l'expertise de ce genre d'objet qui est difficile à réaliser, à la fois pour déterminer des valeurs d'assurance ou lorsqu'il y a une pièce intéressante qui se trouve sur le marché, mais comment savoir quel est, entre guillemets, le juste prix. Donc on a souhaité, avec Jacques Toussaint, qui est aussi le partenaire ici de l'opération, d'insister sur ces 2 volets, puisque le 3e partenaire, c'est l'Association belge des experts. Donc, à la fois faire des études scientifiques, mais aussi répondre concrètement à la difficulté de pouvoir évaluer de tels objets. Alors dans les grandes lignes, quel est le programme de ces journées d'études ? Alors, donc la première partie, donc chaque matinée sont consacrées à des interventions qui ont lieu à l'Université de Liège, des présentations. D'une part, le premier jour, c'est sur évidemment les analyses qui ont été faites ici par le laboratoire de minéralogie de l'Université de Liège. Et puis l'après-midi, c'est une visite. Et dans ce cas-ci, on ira visiter le laboratoire de minéralogie à l'Université de Liège. Donc tout le transport est assuré depuis la place du Vintou jusqu'au Sartinement. Le 2e jour, c'est justement les différents points concernant les expertises de ce genre d'objet. Donc c'est la matinée qui est consacrée à cela. Et l'après-midi, de nouveau, on prend l'autocar pour aller visiter le trésor de la collégiale de Huy, à l'invitation de Marilène Laffineur. Et puis, une autre pièce qui a été analysée par le laboratoire de minéralogie, la couronne reliquaire des Saintes Épines qui se trouve au trésor de la cathédrale de Namur. Et le colloque se terminera donc à Namur par un repas de clôture. Alors c'est donc ce jeudi et ce vendredi. Est-ce que c'est encore possible de participer à ces journées d'études ? Bien sûr, toutes les informations sont disponibles sur le site du Trésor de la cathédrale, www.trésordelliège en un mot au singulier sans accent.be. Voilà. Frédéric Attert, je me tourne maintenant vers vous afin d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous êtes professeur de minéralogie à l'ULiège, où vous travaillez au laboratoire de minéralogie. Quel est le rôle de ce laboratoire ? Tout d'abord, le premier rôle, forcément, c'est l'enseignement. Donc, nous faisons partie du département de géologie et les étudiants géologues ont besoin de minéralogie. C'est fort important de connaître les minéraux pour leur cursus. Sinon, nous étudions les minéraux selon tous les points de vue, aussi bien leur composition chimique que leur structure cristalline à l'échelle atomique. C'est vraiment une connaissance en profondeur des minéraux qui nous intéresse. Ce qui peut conduire forcément ici à des applications, je vais dire, dans des domaines comme le patrimoine, ici dans les gemmes ou d'autres objets, mais également dans des domaines plus appliqués. Donc on travaille par exemple avec des collègues chimistes sur des problématiques de batteries et des choses comme ça. Alors le laboratoire possède des très très belles collections qui sont intégrées au pôle muséal de l'université. Parlez-nous un petit peu de ces collections, est-ce qu'on peut les voir ?
Oui, tout à fait. Donc, on a des collections de minéralogie exceptionnelles, hein, qui font vraiment partie du patrimoine de notre université, avec une grande valeur historique aussi, des pièces qui ont été récoltées par tous les minéralogistes qui se sont succédés au laboratoire depuis la création de l'université. Donc ces collections, c'est plus de 20 000 échantillons. La plupart d'entre eux sont stockés chez nous, donc au Sartinement, dans nos bâtiments. Ils sont exposés dans certaines salles qui sont accessibles là-bas sur demande. Hein. Il faut en général me le demander via mon adresse email. Sinon, on a également une salle où nos collections sont exposées pour un plus large public. C'est à la Maison de la Science, ici en ville, hein, Van Beneden, à l'ancien institut de zoologie. Là, il y a une salle entière qui a été rénovée, 2-3 ans, où on expose toute une série de minéraux de nos collections de minéralogie. Alors, au début de l'émission, j'ai rapidement parlé de gemmes et de pierres précieuses. Alors pour les néophytes comme moi, est-ce que c'est la même chose ou est-ce qu'il y a une différence entre une gemme et une pierre précieuse ? Oui, c'est fort important, et évidemment, dès le départ, de définir ces objets. Le minéral, déjà en lui-même, hein, ce qu'on appelle un minéral, c'est un objet qui est un objet géologique. C'est-à-dire qu'un minéral doit se former dans la nature par des processus géologiques naturels. Ça ne peut pas être quelque chose de fabriqué par l'homme. Le minéral se présente souvent sous forme de cristaux. Donc le cristal, c'est encore quelque chose de différent. C'est un objet qui a des faces bien définies. Alors ce qu'on appelle une gemme, c'est un minéral dont les qualités esthétiques sont suffisantes pour l'utiliser en ornementation, en bijouterie, etc. Donc c'est principalement basé sur ce critère d'esthétique. Mais une gemme aussi doit être durable. C'est-à-dire que si elle est rayée, abîmée, eh bien ce n'est pas une gemme de bonne qualité. Donc il y a aussi un critère de durabilité qui est important pour la gemme. Ce qu'on appelle pierre précieuse, c'est une catégorie particulière en fait de gemmes, celles qui sont les plus précieuses. C'est une terminologie qui n'est plus très utilisée pour le moment, mais qui est encore très connue du grand public. Et les pierres précieuses sont les gemmes de plus grande valeur, c'est-à-dire il y en a 4, le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Alors avant de voir quels sont les liens entre le laboratoire de minéralogie et le trésor de la cathédrale, je vous propose une première respiration. Et vous le savez, dans cette émission, c'est les invités qui font la programmation musicale. Frédéric Attert, qu'avez-vous envie d'écouter aujourd'hui ? Ah oui, bien j'ai choisi un morceau un peu gémologique, hein, puisqu'il parle de diamants, donc un morceau des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, qui est aussi un peu psychédélique dans son genre, donc c'est pas mal du tout. Une autre histoire sur RCF Liège avec Frédéric Marchesani. Et oui, de retour dans une autre histoire où nous évoquons aujourd'hui les gemmes et le patrimoine en compagnie de Frédéric Attert et Julien Maquet. Alors Frédéric, vous avez eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler sur des pièces qui sont conservées au trésor. En 2016, avec plusieurs collègues, vous êtes penché sur la croix reliquaire à double traverse, une pièce d'orfèvrerie mosane datant du début du XIIIe siècle. Alors Julien, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous parler de cette croix reliquaire ? Mais c'est une croix extraordinaire puisqu'elle est ornée de filigrane, elle est en argent, il y a des parties dorées et puis un ensemble de pierres que l'on qualifiait, parce que c'est ça tout l'intérêt aussi de ces travaux qui portent sur ces gemmes et ces minéraux, c'est de pouvoir les identifier et avoir plus d'informations, parce que dans les descriptions en histoire de l'art, on disait pierrerie et verrerie, pierre précieuse, semi-précieuse, parce qu'on ne savait pas toujours très bien, 3 petits points, et verrerie. C'était quand même un peu court, donc tout l'intérêt de cette démarche, c'est de justement compléter finalement la connaissance de tels objets, parce que le nombre de gemmes qui sont sur cette croix, le nombre est important. Alors Frédéric Attert, quel a été l'objet de votre étude sur cette croix reliquaire ? Donc l'objet, c'était principalement les gemmes et les verroteries aussi. C'est le premier objet qu'on a étudié. Hein. C'est cette croix reliquaire qui est vraiment un objet magnifique et qui comporte de fait un grand nombre de pierres et de verroteries. Donc on a analysé tous ces objets par 2 méthodes. Hein. Une première méthode qui est la méthode de spectrométrie Raman, qui permet vraiment de caractériser la structure interne atomique de la phase. Donc ça nous permet par exemple de distinguer facilement un verre d'un minéral. Et puis les méthodes de spectrométrie de fluorescence X, qui elles nous donnent une idée de la composition chimique de ces objets. La composition chimique, c'est très important parce que
Ça va nous permettre, si c'est un minéral, de déterminer la provenance du minéral. Si c'est un verre, on va avoir des informations sur la date de fabrication du verre et également sur les moyens qui ont été utilisés pour le colorer. Alors sur la quartz, sur cette croix, on a trouvé pas mal de choses intéressantes, des gemmes réelles comme améthyste, turquoise, du cristal de roche, et également des verroteries, notamment aux extrémités de la croix. Il y a de grosses pierres de couleur verte. Eh bien, ça, ce sont des verroteries, c'est du verre. Alors quand on fait des études pareilles, est-ce qu'il est possible de déterminer d'où viennent les pierres qui ont été utilisées pour orner les œuvres d'art ? Oui, c'est possible, en connaissant justement leur composition chimique, avec tous les éléments en trace qui se trouvent dans la pierre, eh bien, on peut arriver à avoir des informations sur la provenance du gisement dans certains cas. Évidemment, il y a des minéraux, si on prend le quartz, notamment le cristal de roche ou le quartz fumé, se trouve dans énormément de gisements dans le monde, donc il est impossible de déterminer la provenance d'un quartz, mais par contre, pour des émeraudes, pour des grenats, pour ce genre de gemmes, on peut, dans les meilleurs cas, déterminer la provenance. Et là, ça a été possible pour la croix ? Ça a été possible, oui, pour pas mal de gemmes de cette croix. On a réussi à déterminer des provenances, tout à fait. Alors l'année suivante, en 2017, la même équipe s'est attaquée à une des pièces maîtresses des collections du Trésor, le fameux buste reliquaire de Saint-Lambert. Alors ici aussi, Julien, rappelez-nous un peu brièvement à quoi nous avons affaire. Mais c'est un buste reliquaire, donc c'est un réel reliquaire, puisqu'il y a une partie du crâne de Saint-Lambert qui est dans la tête de la statue. C'est une statue imposante qui fait 1,55 m à peu près de hauteur, en argent doré, et également, et qui était porté, et qui est toujours porté en procession à certaines occasions, notamment la fête de Saint-Lambert, mais il est aussi recouvert d'un ensemble de pierres, de verres, de perles également, qui sont très nombreuses, et dont on ne connaissait pas non plus exactement, on ne savait pas déterminer exactement le type de pierre ou de verre qui était. Ce qu'on savait par contre dans les textes, c'est que Erard de Lamarck avait ramené des pierres de Venise en 1509 et ça a permis de compléter. C'est tout l'intérêt aussi de cette démarche, c'est de compléter finalement la démarche des historiens et des historiens de l'art et de la confronter aux résultats. Donc finalement, il y a un enrichissement mutuel qui se fait et qui favorise la connaissance de l'objet. Frédéric Attert, pour bien connaître moi aussi ce buste, je sais bien que c'est pas une œuvre d'art qui généralement laisse de marbre. Quelles impressions est-ce qu'on ressent quand on a le privilège de manipuler ce genre de choses ? Oui, ça c'était vraiment une chance qu'on a eue de pouvoir voir l'objet, le sortir de la vitrine, ce qui n'a pas été d'ailleurs une chose facile, et de pouvoir travailler dessus pendant plusieurs jours, c'est vraiment exceptionnel et c'est une grande émotion pour toute l'équipe qui a travaillé sur cet objet. Alors arrêtons-nous une seconde fois dans nos découvertes et demandons à Julien Maquet ce qu'il aurait envie d'écouter aujourd'hui en notre compagnie. Mais quand j'ai pensé, quand on diamant, voilà, j'ai tout de suite pensé à James Bond et les diamants sont éternels. Voilà. Mais voilà, Diamonds are forever. Alors déjà, de retour dans la dernière partie de notre émission consacrée aux gemmes et au patrimoine. Alors nous évoquions il y a quelques instants le buste reliquaire de Saint-Lambert qui est passé entre les mains du laboratoire de minéralogie de Liège en 2017. Est-ce que c'est une demande du Trésor ou une demande du laboratoire de travailler sur le buste ? C'était moi personnellement qui avais envie de travailler sur ces objets du Trésor, je vais dire, et on a eu la chance de pouvoir collaborer ensemble, donc c'était une expérience magnifique. Alors il y a toute une série de pierres, de verroteries sur le buste. Est-ce que vous vous rappelez combien vous en avez recensé ? Est-ce que vous savez nous les décrire ? Oui, tout à fait. Donc, il y avait plus de 400 pierres et verroteries sur le buste. Alors, la plupart sont des verroteries, il faut bien le dire. Ce qui est très intéressant, c'est d'observer la méthode avec laquelle elles ont été taillées. Donc, il y a des verroteries avec une taille très simple, une méthode de taille extrêmement simple, avec très peu de facettes, qui sont les plus anciennes, en fait. Mais par contre, il y a d'autres verroteries où, clairement, on avait des méthodes de taille très complexes. Celles-là se sont avérées être beaucoup plus récentes que les autres. Et concernant les gemmes, eh bien, bon, de nouveau, on a trouvé des améthystes, des turquoises, du cristal de roche. Ce qui était très intéressant dans le buste de Saint-Lambert, c'est qu'il y avait deux
jolis petits diamants qui se trouvaient sur les bagues de la main de l'évêque. Alors ces diamants ne sont pas taillés, ils ont leur forme naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont des formes octaédriques qui sont la forme naturelle du diamant. Cela nous montre qu'ils sont relativement anciens parce que à l'origine le diamant est tellement dur qu'on ne savait pas le tailler quand on l'a utilisé au départ. Alors d'autres œuvres, comme la couronne de Namur, conservée au trésor douanier, sont aussi passées entre vos mains. Alors je vais peut-être lancer un petit pavé dans la mare, mais est-ce qu'il y a d'autres pièces du trésor sur lesquelles vous avez envie de travailler ? C'est la question piège, évidemment. On a d'autres projets. On a fait des projets donc ici avec Julien pour certains mémoires de master, notamment pour l'étude des pierres qui se trouvent sur certaines bagues d'évêques ou sur les croix de chanoines, etc. Donc on a des projets de travaux futurs. Et alors je reviens une dernière fois vers vous, Julien, puisque en prolongement des 2 journées d'études des 24 et 25 novembre, il y a également des publications qui viennent de sortir et aussi une exposition qui est organisée au Trésor. Alors il faut nous en dire plus. Oui, voilà, donc on souhaitait vraiment pouvoir rendre avec Jacques Toussaint et l'ASBL qu'il préside, Art Research Institute, d'essayer d'avoir quelque chose qui va marquer. Et donc on a sollicité les différents intervenants pour qu'ils nous fournissent un texte qui soit disponible au moment des journées d'études. Donc cet ouvrage est sorti de presse effectivement pour cette occasion et donc sera disponible à la vente lors des journées et bien après évidemment. Alors ça c'est un des volets. Puis l'autre volet, c'est ce que Frédéric Attert a dit, c'est-à-dire qu'ils ont des collections qui sont tout à fait extraordinaires. C'est une manière aussi de les valoriser tout en insistant sur les techniques qui ont été utilisées pour pouvoir faire ces analyses. Donc c'est une petite exposition, une exposition portefeuille comme l'on dit, mais qui permet d'être très didactique sur les méthodes qui sont utilisées, les démarches qui sont suivies, les objets qui ont été analysés et les résultats que cela apporte. Voilà, mais comme d'habitude, on aurait pu en dire encore bien plus, mais si vous avez envie de poursuivre la découverte, eh bien allez au Trésor, voir l'exposition Gemmes et patrimoine. Elle sera accessible à partir du 25 novembre et jusqu'au 5 mars 2023. Merci beaucoup à Frédéric Attert et à Julien Maquet d'avoir été présents à mes côtés aujourd'hui pour parler de Gemmes et de patrimoine. Merci beaucoup. Merci Frédéric, à bientôt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet brillant de mille feux, puisque nous allons parler de Toutankhamon, mais ça, c'est une autre histoire. Pour rester dans notre thème musical, quittons-nous avec la divine Marilyn Monroe et son célèbre Diamonds Are a Girl's Best Friend.